privation pleine de désirs nostalgiques peut bien avoir incité un individu à se détacher de la foule et à s'attribuer le rôle du père. Celui qui fit cela fut le premier poète épique. Le progrès s'accomplit dans son imagination. Le poète, par ses mensonges, transformait la réalité dans le sens de ses désirs. Il a inventé le mythe héroïque. Fut héros celui qui seul avait abattu le père, qui dans le mythe apparaissait encore en tant que monstre totémique. De même que le père avait été le premier idéal du garçon, de même le poète créait alors avec le héros qui veut remplacer le père, le premier idéal du moi. Le point d'origine du héros a été fourni vraisemblablement par le plus jeune fils, le préféré de la mère, celui qu'elle avait protégé de la jalousie paternelle et qui, au temps de la horde originaire, était devenu le successeur du père. Dans la poétisation mensongère des origines, la femme qui avait représenté le prix du combat et la séduction du meurtre devint vraisemblablement tentatrice et instigatrice du forfait. Le héros veut avoir accompli seule l'action dont à coup sûr seule la horde dans sa totalité avait pris le risque. Selon une remarque de Ranke, cependant, le conte a conservé des traces évidentes de cet état de choses déniées, car il arrive fréquemment que le héros qui a s'acquitté d'une tâche difficile, la plupart du temps le plus jeune des fils, plus d'une fois celui qui a fait le saut, c'est-à-dire l'inoffensif devant le succès d'année du père. On ne peut toutefois s'acquitter de cette tâche qu'avec l'aide d'une troupe de petits animaux, abeilles, fourmis. Ce seraient les frères de la horde originaire, comme aussi bien dans la symbolique du rêve insecte et vermine représentent les frères et sœurs péjorativement en tant que petits enfants. Dans le mythe et les contes, chacune des tâches est d'ailleurs facile à reconnaître comme substitut de l'acte héroïque. Le mythe est donc le pas qui permet à l'individu de sortir de la psychologie des foules. Le premier mythe fut à coup sûr le mythe psychologique, celui du héros. Le mythe explicatif de la nature a dû naître beaucoup plus tard. Le poète qui avait fait ce pas et s'était ainsi dans son imagination détaché de la foule, sait pourtant dans la réalité, selon une autre remarque de Ranke, trouver le chemin du retour vers elle. Car il s'avance et raconte à cette foule les exploits de son héros, fruit de son invention. Ce héros n'est au fond nul autre que lui-même. Ce faisant, il descend jusqu'à la réalité et élève ses auditeurs jusqu'aux hauteurs de l'imagination. Les auditeurs, eux, comprennent le poète. Ils peuvent, en vertu du même rapport nostalgique au père originaire, s'identifier au héros. Le mensonge du mythe héroïque culmine dans la déification du héros. Peut-être le héros déifié était-il antérieur au Dieu Père, précurseur du retour du Père originaire sous forme de divinité. La chronologie de la lignée des dieux s'établirait ainsi dès lors, déesse mère, héros, Dieu Père. Mais ce n'est qu'avec la promotion du Père originaire jamais oublié que la divinité acquit les traits que nous lui connaissons encore aujourd'hui. Dans cet exposé abrégé, on a renoncé à tout le matériel provenant de la légende, du mythe, du conte, de l'histoire des mœurs, pour étayer cette construction. Nous avons dans cet essai beaucoup parlé des pulsions sexuelles directes et inhibées quant au but et osons espérer que cette distinction ne se heurtera pas à une grande résistance. Pourtant, une discussion détaillée sur ce sujet ne sera pas malvenue, même si elle se contente de répéter ce qui, pour une large part, a déjà été dit dans des passages précédents. Le premier, mais aussi le meilleur exemple de pulsion sexuelle inhibée quant au but, c'est le développement libidinal de l'enfant qui nous l'a fait connaître. Tous les sentiments que l'enfant éprouve pour ses parents et les personnes qui s'occupent de lui se prolongent sans limitation dans les désirs par lesquels s'expriment les tendances sexuelles de l'enfant. L'enfant exige de ses personnes aimées toutes les tendresses connues de lui. Il veut les embrasser, les toucher, les examiner, et curieux de voir leurs organes génitaux et d'être présent lors de l'accomplissement de leurs fonctions excrétrices intimes. Il promet d'épouser sa mère ou sa nourrice, quelque représentation qu'il ait de cela de donner un enfant à son père. Une observation directe, tout comme l'éclairage analytique porté après coup sur les résidus infantiles, ne laisse aucun doute sur la fusion totale des sentiments tendres et jaloux et des desseins sexuels, et nous démontre à quel point l'enfant transforme fondamentalement la personne aimée en objet de toutes ses tendances sexuelles non encore exactement centrées, voire théorie de la sexualité. Cette première configuration de l'amour chez l'enfant, qui se rattache typiquement au complexe d'Oedipe, succombe ensuite, comme on sait, dès le début de la période de latence, à une poussée du refoulement. Ce qu'il en reste se présente à nous sous la forme d'un lien affectif purement tendre qui s'adresse aux mêmes personnes, mais ne doit plus être qualifié de sexuel.
La psychanalyse, qui éclaire les profondeurs de la vie psychique, n'a pas de peine à montrer que même les liens sexuels les premières années d'enfance subsistent encore, mais refoulés et inconscients. Elle nous donne le courage d'affirmer que partout où nous rencontrons un sentiment tendre, celui-ci succède à un lien objectal pleinement sensuel avec la personne en question, ou son prototype, son imago. Elle ne peut certes pas nous révéler, sans recherche particulière, si dans un cas donné, cet afflux sexuel antérieur subsiste encore en tant que refoulé, ou s'il est déjà tari. En termes encore plus nets, il est établi qu'il est encore présent en tant que forme et possibilité et peut à tout instant par régression être réinvesti, réactivé. La seule question qui se pose, sans qu'on puisse toujours se prononcer, est de savoir quel investissement et quelle efficacité il a encore présentement. Il faut aussi prendre également garde à deux sources d'erreur, aussi là de la sous-estimation de l'inconscient refoulé, comme au charybde, du penchant à ne mesurer la normale qu'à l'aune du pathologique. À la psychologie qui ne veut ou ne peut pénétrer la profondeur du refoulé, les liens affectifs tendres apparaissent de toute façon comme l'expression de tendances qui n'ont pas pour but le sexuel, même s'ils sont issus de tendances qui, elles, l'ont eu. Nous sommes autorisés à dire qu'ils ont été détournés de ces buts sexuels, bien qu'il y ait des difficultés lorsqu'on décrit un tel détournement quant au but, à se conformer aux exigences de la métapsychologie. D'ailleurs, ces pulsions inhibées quant au but conservent toujours encore quelques-uns des buts sexuels originels. Même le fidèle plein de tendresse, même l'ami, l'adorateur cherche la proximité corporelle et la vue de la personne qui n'est plus désormais aimée au sens paulinien. Si nous le voulons, nous pouvons reconnaître dans ce détournement quant au but un début de sublimation des pulsions sexuelles, mais nous pouvons aussi reculer encore plus loin la frontière de cette dernière. Les pulsions sexuelles inhibées quant au but ont sur les non inhibées un grand avantage fonctionnel. Comme elles ne sont pas susceptibles d'une satisfaction totale à proprement parler, elles se montrent particulièrement capables de créer des liens durables, alors que les pulsions directement sexuelles perdent chaque fois de leur énergie du fait de la satisfaction et sont forcées d'en attendre le renouvellement par recharge de la libido sexuelle, à l'occasion de quoi l'objet peut entre-temps être changé. Les pulsions inhibées sont susceptibles de se mélanger selon toutes les proportions possibles avec les pulsions non inhibées et peuvent se retransformer à rebours en celles-ci, tout comme elles en sont issues. On sait avec quelle facilité se développe à partir de la relation affective à caractère amical fondée sur la reconnaissance et l'admiration des désirs érotiques, le « embrassez-moi pour l'amour » du grec de Molière. Dans Les femmes savantes, entre maîtres et écolières, entre artistes et auditrices ravies, particulièrement chez les femmes, et même la formation de tels liens affectifs, tout d'abord dépourvus d'intention, ouvre directement une voie souvent parcourue menant au choix d'objets sexuels. Dans La piété du comte de Zinzendorf, d'Oskar Pfister, qui a montré par un exemple plus qu'évident, certes pas isolé, comme il suffit de peu pour que même un lien religieux intense se convertisse en ardente excitation sexuelle. D'autre part, la transformation de tendances sexuelles directes, en soi éphémères, en lien durable simplement tendre, est également quelque chose de très habituel, et la consolidation d'un mariage conclu sous le coup de la passion amoureuse repose pour une grande part sur ce processus. Et nous ne serons naturellement pas étonnés si l'on nous dit que les tendances sexuelles inhibées, quant au but, proviennent de tendances directement sexuelles, précisément lorsque des obstacles internes ou externes s'opposent à l'accession au but sexuel. Le refoulement de la période de latence est un de ces obstacles internes, ou mieux intériorisés. Du père de la horde originaire, nous avons supposé que du fait de son intolérance sexuelle, il contraint tous les fils à l'abstinence et les accule ainsi à des liaisons inhibées quant au but, alors qu'il se réserve pour lui-même une libre jouissance sexuelle et reste par là même sans lien. Tous les liens sur lesquels repose la foule sont de la nature des pulsions inhibées quant au but. Mais par là, nous nous sommes rapprochés de la discussion d'un nouveau thème qui traite de la relation entre les pulsions sexuelles directes et la formation en foule. B. Par les deux dernières remarques, nous sommes déjà préparés à trouver que les tendances sexuelles directes sont défavorables à la formation en foule. Certes, il y a eu également dans l'histoire du développement de la famille des relations de foule dans l'amour sexuel. Le
le mariage de groupe. Mais plus l'amour entre les sexes devenait important pour le moi, plus il développait l'état amoureux et plus insistante devenait son exigence d'une limitation à deux personnes. Una kuma uno, une seule avec un seul, qui est indiqué par la nature, en latin, dans la nature du but génital. Les penchants polygames en furent réduits à se satisfaire de changements d'objets successifs. Les deux personnes réduites l'une à l'autre dans la poursuite de la satisfaction sexuelle s'insurgent contre la pulsion grégaire, contre le sentiment de foule, en recherchant la solitude. Plus elles sont amoureuses, plus parfaitement elles se suffisent. Leur rejet de l'influence de la foule s'exprime sous forme de pudeur. L'émotion affective extrêmement violente de la jalousie sont mobilisées pour protéger le choix d'objets sexuels contre le préjudice causé par un lien à la foule. C'est seulement lorsque le facteur tendre, donc personnel, de la relation amoureuse s'efface totalement derrière le facteur sensuel que sont possibles le commerce amoureux d'un couple en présence d'autres ou des actes sexuels simultanés à l'intérieur d'un groupe, comme dans l'orgie. Mais on a alors une régression à un état antérieur des relations entre les sexes, dans lequel l'état amoureux ne jouait aucun rôle, où les objets sexuels étaient tenus pour équivalents, au sens par exemple du mot méchant de Bernard Shaw. Être amoureux, c'est surestimer outre mesure la différence entre un homme et une femme, entre une femme et une femme. Il existe nombre de signes d'après lesquels l'état amoureux n'a fait qu'une entrée tardive dans les relations sexuelles entre hommes et femmes, si bien que l'antagonisme entre amour sexuel et lien à la foule s'est développé tardivement. Il peut aussi sembler que cette hypothèse serait incompatible avec notre mythe de la famille originaire. La bande des frères n'a-t-elle pas été poussée au meurtre du père par l'amour envers les mères et les sœurs, et n'est-il pas difficile de se représenter cet amour autrement qu'entier et primitif, c'est-à-dire comme une union intime du tendre et du sensuel? Mais en réfléchissant plus avant, cette objection se résout en confirmation. Une des réactions au meurtre du père ne fut-elle pas l'institution de l'exogamie totémique, l'interdiction de toute relation sexuelle avec les femmes de la famille tendrement aimées dès l'enfance? Ainsi fut enfoncé entre l'émotion tendre et sensuelle de l'homme le coin qui reste aujourd'hui encore fixé dans la vie amoureuse de celui-ci. Par suite de cette exogamie, les besoins sensuels des hommes durent se satisfaire avec des femmes étrangères et non aimées. Dans les grandes foules artificielles, églises et armées, il n'y a pas de place pour la femme comme objet sexuel. La relation amoureuse entre hommes et femmes reste extérieure à cette organisation, à ces organisations. Même là où se forment des foules composées d'un mélange d'hommes et de femmes, la différence de sexe ne joue aucun rôle. Cela n'a guère de sens de se demander si la libido, qui maintient les foules, est de nature homosexuelle ou hétérosexuelle, car elle n'est pas différenciée selon les sexes et en particulier ignore complètement les buts de l'organisation génitale de la libido. Les tendances sexuelles directes conservent même chez l'individu qui par ailleurs se dissout dans la foule une part de fonctionnement individuel. Là où elles deviennent surpuissantes, elles désagrègent toute formation de foule. L'Église catholique avait les meilleurs motifs pour recommander à ses fidèles de ne pas se marier et pour imposer à ses prêtres le célibat. Mais l'état amoureux a souvent poussé même des ecclésiastiques à quitter l'Église. De la même manière, l'amour pour la femme rompt les liens à la foule propre à la race, à la division en nations et au système social des classes, et accomplit de ce fait des réalisations culturellement importantes. Il semble assurer que l'amour homosexuel s'accommode beaucoup mieux des liens à la foule, même là où il apparaît sous la forme d'une tendance sexuelle inhibée quant au but. Fait remarquable, dont l'explication ne manquerait pas de mener loin. L'étude psychanalytique des psychonévroses nous a appris qu'il faut faire découler leurs symptômes de tendance sexuelle directe, refoulée mais demeurée active. On peut compléter cette formule en ajoutant ou des tendances sexuelles inhibées quant au but chez lesquelles l'inhibition n'a pas totalement réussi et où a laissé la place à un retour au but sexuel refoulé. À cet état de choses correspond le fait que la névrose rend asocial, détache des formations en foule habituelle celui qui en est atteint. On peut dire que la névrose exerce sur la foule une action désagrégeante, exactement comme l'état amoureux. Ainsi peut-on voir que là où s'est produit un choc puissant aboutissant à la formation en foule, les névroses reculent et peuvent disparaître, au moins pour un temps.
On a d'ailleurs essayé à juste titre d'exploiter à des fins thérapeutiques ce conflit de la névrose et de la formation en foule. Même celui qui ne regrette pas la disparition des illusions religieuses dans le monde culturel d'aujourd'hui accordera qu'elles offraient à ceux qu'elles liaient, aussi longtemps qu'elles-mêmes étaient encore en vigueur, la protection la plus forte contre le danger de la névrose. Il n'est pas non plus difficile de reconnaître dans tous les liens aux sectes et communautés mystico-religieuses ou philosophico-mystiques l'expression de la fausse guérison de névroses diverses. Tout cela se rattache à l'opposition des tendances sexuelles directes et inhibées quant au but. Abandonné à lui-même, le névrosé est contraint de substituer ses formations de symptômes aux grandes formations de foule dont il est exclu. Il se crée son propre monde de fantasmes, sa religion, son système de délire, et répète ainsi les institutions de l'humanité avec une déformation qui témoigne nettement de la contribution par trop puissante des tendances sexuelles directes. Ajoutons à notre conclusion, en nous plaçant au point de vue de la théorie de la libido, une estimation comparative des états dont nous venons de nous occuper, état amoureux, hypnose, formation en foule et de la névrose. L'état amoureux repose sur la présence simultanée de tendances sexuelles directes et de tendances sexuelles inhibées quant au but. L'objet attirant sur lui une partie de la libido narcissique du moi. Il n'a d'espace que pour le moi et l'objet. L'hypnose partage avec l'état amoureux la limitation à ces deux personnes, mais elle repose intégralement sur des tendances sexuelles inhibées quant au but et met l'objet à la place de l'idéal du moi. La foule multiplie ce processus, elle concorde avec l'hypnose par la nature des pulsions qui assure sa cohésion et par la substitution de l'objet à l'idéal du moi, mais elle y ajoute l'identification à d'autres individus qui peut-être fut possible à l'origine grâce à une même relation à l'objet. Les deux états, l'hypnose aussi bien que la formation en foule, sont des sédiments héréditaires provenant de la phylogenèse de la libido humaine. L'hypnose comme disposition, la foule en plus comme survivance directe. La substitution des tendances sexuelles inhibées quant au but et aux tendances sexuelles directes favorise dans les deux cas la séparation du moi et de l'idéal du moi, ce qui commence déjà dans l'état amoureux. La névrose n'entre pas dans cette série. Elle aussi repose sur une particularité du développement libidinal humain, sur la double instauration de la fonction sexuelle directe, interrompue par la période de latence. Dans cette mesure, elle partage avec l'hypnose et la formation en foule le caractère d'une régression, lequel est absent de l'état amoureux. Elle apparaît dans tous les cas où le passage des pulsions sexuelles directes aux pulsions sexuelles inhibées quant au but n'a pas complètement réussi, et elle correspond à un conflit entre les pulsions admises dans le moi qui sont venues à bout d'un tel développement et les parties de ces mêmes pulsions qui, issues de l'inconscient refoulé, tout comme d'autres motions pulsionnelles totalement refoulées, tendent vers leur satisfaction directe. Elle est, quant à son contenu, d'une richesse peu commune, étant donné qu'elle englobe toutes les relations possibles entre le moi et l'objet, aussi bien celles dans lesquelles l'objet est maintenu que d'autres où il est soit abandonné, soit érigé dans le moi lui-même, et tout aussi bien encore les relations conflictuelles entre le moi et son idéal du moi.